base de données. Donc avant de commencer, on va démarrer la machine. C'est fait. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que Mac Database Admin s'est précipité dans la pièce et a crié à notre copine Max Kiddy. Nous avons été exclus de l'horaire des reines. Comment le transport du Père Noël fonctionnera-t-il pour Noël? Le Grinch a verrouillé Mac Database Admin de son système. Donc on va sonder la surface externe du serveur, la surface d'attaque, pour savoir si on peut lui rendre son accès au serveur MS SQL Server. Ok, donc c'est un système de gestion de base de données relationnelle, ok, qu'on appelle SGBDR. En anglais, on parle également en ces termes, mais ça s'appelle RDBMS, Relational Database Management System. Ok, donc n'ayez pas peur de ces gros mots, c'est une façon simple de penser à une base de données relationnelle. On a un groupe de tables qui ont chacune des relations. Pour acquérir une compréhension approximative du travail des bases de données relationnelles, considérez que la base de données d'une boutique a trois tables. Ok. La première, on a les articles, tout ce qui est électronique. La deuxième, on a la clientèle et les factures. Ok, jusque-là, rien de bien compliqué. Ensuite, on va étudier chaque table. La table, vous savez que c'est comme un tableau en fait. Pensez à un tableur Excel, tout le monde connaît ça. On a quoi? On a des lignes, des rows, et on a des colonnes. Des colonnes. Ok? Donc chaque tableau comporte quoi? Eh ben là, si on regarde éléments électroniques, on a ID, nom, prix, quantité. Ok? Si je prends clientèle, les customers, j'ai ID, nom, messagerie électronique, téléphone. Ok? Puisqu'on parle de personnes humaines, oui, on a plus intérêt. Là, c'est lié téléphone, messagerie, vous pouvez pas le mettre un élément électronique. Ok? Un élément électronique, il peut avoir un prix, une quantité, un nom, un ID. Nom, ID, ok, mais par contre, messagerie électronique, j'ai jamais vu des composants électroniques avoir un numéro de téléphone et une messagerie électronique. Ok? Vous voyez où je veux en venir. Donc, le tableau facture, si on regarde, fera référence à un client. Alors là, c'est l'aspect relationnel. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est le plus dur en fait quand on parle en base de données relationnelles. Vous allez voir, on a des relations euh, parents, enfants, maître, esclave, etc., etc. Mais si on résume, le tableau facture, ok, on a vu quoi? Le troisième, si on développe. Je vais dézoomer un peu, vous voyez mieux. Voilà. Donc, tableau facture fait référence à un client et à plusieurs articles électroniques. Ok? La facture fait référence à une entité d'une autre table à l'aide de son ID. De cette façon, nous avons besoin que d'avoir les détails du client et les détails de l'article électronique écrit une seule fois au lieu de les copier à chaque nouvelle facture. Ça, c'est important. Ce cas est un exemple simplifié de base de données relationnelle. Ok? Donc on voit comment les trois tableaux sont liés. En effet, si je veux sortir une facture pour un de mes clients, on a Michael 4 Rita, eh ben il faut que je regarde quoi? Que je regarde mes autres tables, puisqu'elles sont liées, de fait. Donc l'horaire de transport se trouve dans la base de données sur les rennes. Cependant, Mac Database Admin ne peut plus se connecter à son système après que Grinch a changé le mot de passe du système. Voyons comment nous pouvons l'aider. Assurez-vous d'avoir démarré la machine patati patata. Alors, comment vous expliquer? Comment ça marche? Prenons Michael. Michael, il a l'ID 101. Ok? Si je regarde, 101 là, ça me dit quoi? 3, 1. Donc, Customer Invoice Electronic Event. Gardez ça. Article électronique, clientèle, facture. Ok? Clientèle, facture, équipement électronique. Ça veut dire que Michael 101, il a 3-1. 3-1, si je regarde dans la table équipement électronique, 3-1. Donc, il a un écran LED 27 pouces et il a une clé USB flash memory. Ok? Si je prends 4, 102, elle a quoi? 102, 2. Donc 2, bah, elle a un portable. Ok? Un PC portable, un laptop.
Si je prends Rita, 103, 103, 1, 2. 103, 1, 2, donc 1 et 2. Ça veut dire qu'elle a un portable, elle a également une clé USB flash memory. Donc vous voyez pourquoi on parle de relation. Parce que on a des relations entre les différentes tables. C'est pour ça que ça s'appelle une base relationnelle. Ok? Et on a le principe, alors bon, pareil, hein, c'est extrêmement. Je vous mettrai tout parce qu'il faut que vous compreniez, mais je vais pas vous en parler parce que sinon on pourrait en parler pendant des heures, hein. Les bases de données, c'est extrêmement dense. Ok, mais il y a ce principe d'entité-relation. Ok, et comment vous expliquer? On a des relations un à un. Retenez juste ça. Après, je vous laisserai lire. Ok, le nom d'une personne et son prénom sont liés de manière univoque. Hein, je ne peux pas te retirer ton prénom. Sinon, tu aurais qu'un nom. Ok? Et je peux pas te retirer ton nom, sinon tu n'aurais pas de prénom. Hein, donc, tu vois, une personne, c'est un prénom et un nom. Parfois, on peut l'appeler que par son nom ou que par son prénom, mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est ce qu'on appelle, hein, ils sont liés de manière univoque. Donc ça, c'est une relation un. Hein? Le nom et le prénom sont liés par une relation un à un. On les placera dans la même table, que nous appellerons personnes, sur la même ligne, et dans des colonnes adjacentes. D'une manière générale, nous placerons dans la même table les données qui sont en relation un et un entre elles. Ça, c'est la première règle. Ok? Certes, on a le même prénom qui peut être associé à des noms de famille différents, mais il ne viendrait à l'esprit de personne de se compliquer la vie pour si peu. Hein, ce n'est pas parce que le même prénom revient toutes les 50 lignes dans une base de données qu'il faut crier à la redondance. Je m'explique, tu peux avoir 50 Eric en tant que prénom, tu verras, si tu regardes bien, qu'il n'y a pas de redondance, il n'y a pas de doublon dans ta base de données, parce que certes, tu as Eric, mais si tu regardes juste à côté, vu que c'est une relation univoque, un à un, on a quoi? Bah, il y a Eric qui va s'appeler Robert, il y a un autre Eric qui va s'appeler Malois, il y a un autre Eric qui va s'appeler ce que vous voulez. Ok, ils auront tous des noms différents. Par contre, le prénom est le même. Et c'est normal, dans la vie, vous connaissez plein de gens qui ont même votre prénom, mais ils n'ont pas votre nom. Ok? Donc ça, c'est important. C'est ce qu'on appelle l'atomisation des données. Ok? Il faut l'utiliser dans le bon sens. Donc c'est vraiment cette façon, cette logique, et c'est le plus dur quand on commence à travailler en base de données relationnelles, c'est que on pourrait même songer à remplacer le nom et le prénom dans une même colonne. Hein. Cette façon de procéder est généralement considérée comme maladroite, car on n'est pas sûr de la manière dont seront saisies les informations. Le nom d'abord ou le prénom ensuite, ou vice-versa, ou l'inverse. Oui, vice-versa. Même si une consigne est dictée, hein, il n'est pas sûr qu'elle soit toujours respectée. Donc on va séparer les deux informations et les placer dans des colonnes distinctes. Partez de ce principe. Hein, on appelle ça acide. Hein, c'est un acronyme. Ok? Acide, comme les acides. LSD. Non, database, pardon. Ok? Ça aussi, je vous le mettrai. Il faut comprendre ce principe. Ok? Acide, atomicité, cohérence, isolation, durabilité. Donc, les relations AN, ça c'est extrêmement important aussi. Vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, on va voir la relation qui existe entre une personne et une entreprise. Hein, ça diffère. Avant, on parlait de nom et d'un prénom. Là, on parle d'une personne et d'une entreprise. Excluons pour l'instant le cas où une personne exerce plusieurs fonctions. Nous pouvons donc construire deux phrases suivantes. Ok, une personne est employée par une seule entreprise et une entreprise emploie généralement plusieurs personnes. Hein. Je vous donne un autre exemple. Les parents peuvent avoir plusieurs enfants, mais les enfants ne peuvent pas avoir plusieurs parents. J'entends, ils ont qu'un papa, qu'une maman. Vous avez un papa, une maman. Vous avez peut-être deux mamans, deux papas. Les parents ne sont pas les enfants des enfants. Les parents sont les parents des enfants. Ben, c'est exactement pareil, ok? Une personne, elle est employée par une seule entreprise. Une entreprise, par contre, à l'inverse,
elle peut employer plusieurs personnes. Donc là, on a une affaire à une relation un à plusieurs. C'est ce qu'on appelle un 1N, ok? Entre la personne et l'entreprise. Si nous plaçons le nom de l'entreprise dans la même table que le nom de la personne, on va créer de la redondance. Chaque fois qu'on va établir un contact avec une nouvelle personne de la même entreprise, donc le but c'est de distinguer, hein. On va placer des personnes et les entreprises dans deux tables distinctes, hein. On appellera par exemple la seconde organisme et non entreprise. Parce qu'une même entreprise peut comporter plusieurs établissements ou organismes, hein. On a un siège social, des filiales, des usines, des agences, etc. Donc d'une même manière, chaque fois qu'on rencontre une nouvelle relation, un N, on créera une nouvelle table. Ça sera notre deuxième règle. Ok? Je rentre pas dans les détails, mais encore une fois, ça sert à rien de parler de base de données relationnelles si je vous explique pas vraiment les bases. Ok? Je vous mettrai les articles. Ensuite, on a une troisième règle. On a le NN. Ok? D'une manière générale, donc si on recense toutes les relations 1N existant entre les données, de manière à les introduire dans SGBD, ça sera notre troisième règle. Ensuite, les relations NN, qu'est-ce que ça veut dire? L'expérience montre que l'on rencontre des personnes qui exercent dans des entreprises différentes, affiliations multiples. Le cas est même fréquent chez les cadres supérieurs. On est volontiers directeur d'une usine et également PDG d'une filiale. On rencontre également le cas de personnes qui partagent leur temps entre une entreprise et un établissement d'enseignement, ou une entreprise et un syndicat patronal. Si nous voulons tenir de ces cas, en évitant la redondance, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, une personne peut être employée par plusieurs organismes. Ok? Donc NN, entreprise, établissement d'enseignement, syndicat patronal, association. Un organisme également emploie généralement plusieurs personnes. Donc on se retrouve alors face à une relation qui semble être du 1N dans les deux sens. Ce qui signifie qu'on a une relation non pas de 1 à 1 ou de 1 à N, mais de plusieurs à plusieurs. Donc de N à N. Pour gérer une telle relation, on va introduire un code dans la table personne, puis créer une table supplémentaire qu'on appelle affiliation, dans laquelle on introduit des informations relatives au couple personne-organisme, en utilisant des codes correspondants, hein. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai nom, j'ai code, code personne, je le reprends, code organisme, code organisme, je le prends et je mets l'organisme. Ok? Donc vous voyez comment on associe, hein, on inventera 1, 2, 3, 4, mon code personne. 1, 2, 3, 4, bah ça dépend, hein. Durant, code personne, chose, machin, truc. Et grâce à ces trois tables, on va jouer sur ces relations de plusieurs à plusieurs. Donc vous voyez que l'organisation des tables n'a plus rien à voir. Ok? C'est pour ça que je vous ai dit dans d'autres vidéos, on réfléchit avant d'avoir un système informatique qui va gérer la base de données, ok? On va réfléchir aux besoins de notre base de données. En fonction de ce qu'on va mettre dans notre base de données, eh ben, en fonction des relations entre les individus, entre les choses, en tout cas, tout ce que je vais placer dans ma base de données va faire quoi? Eh ben, va définir en fait comment je vais créer la base de données en fonction des relations. Ok? C'est pour ça qu'on appelle ça un schéma relationnel. Ok? Donc table de jonction, je vais pas rentrer là-dedans. On survole, hein, vous inquiétez pas, c'est beaucoup plus compliqué. Hein, il paraît que c'est des années d'études pour être un expert en base de données. Ok? Mais il faut comprendre ça. Donc les relations NN et le schéma relationnel. Si on poursuit donc toutes ces analyses et qu'on voit les relations existantes entre les données, comme on l'a fait au-dessus, on a survolé, on va dresser une liste de tables et de relations. Il est d'usage de représenter l'ensemble des tables plus les relations dans ce qu'on appelle un schéma relationnel, qui se présente comme on le montre, et pour des raisons de simplicité, en fait, nous avons évité d'atomiser l'adresse. Ok? Donc, comprenez bien ça. Là, on a une relation 1N. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire qu'une personne, hein, une personne dans la table, elle va avoir un nom, un prénom, un code personne. Par contre, elle aura quoi? Elle aura qu'un code personne, qu'un code ordre, qu'une fonction, qu'un numéro de téléphone, pas de courriel? Non.
Bien sûr, elle va avoir N relations par rapport à la table affiliation. Pourquoi? Parce que moi, hein, je suis saltimbanque, le saltimbanque, code 000, ok? Et au niveau de mon affiliation dans l'entreprise, eh ben, mon code personne c'est 000, mon code org c'est 001, ma fonction c'est touriste, ok? Mon téléphone c'est 033 blablabla, bla, 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 et mon courriel c'est saltimbanque@nsa.gov. Ok? Si on doit faire un peu d'humour. Vous comprenez où je veux en venir? J'ai N relations par rapport à mon affiliation. Pourquoi? Parce que si je fais partie de l'entreprise, j'aurai besoin d'un courriel, j'aurai besoin d'un numéro de téléphone direct, d'une fonction, d'un code org et d'un code personne. Ok? Donc on voit bien que au niveau des différentes tables et de mes relations, la table personne a un plus n relations. C'est ce qu'on a vu là. Hein, c'est une relation à un n. Et les relations entre l'affiliation et les organismes, eh ben, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on est à N1 et pas 1N. Quelle est la différence? Vous allez me dire. Eh ben, si je reprends ma table affiliation et que je regarde organisme, ok? Dans mon affiliation, j'ai ma personne. Certes, ok? Mais si je prends ce que j'ai dans ma table affiliation, qu'est-ce que j'ai? Si je prends adresse, est-ce qu'elle est dans affiliation? Non, j'ai pas adresse. Si je prends fax, ben je l'ai pas. Si je prends nom, ben je l'ai pas. Ok, certes, la personne elle a un nom. Ok, mais si je regarde bien, le seul truc qui correspond, ok, c'est quoi? C'est code org. Ok, le code org il est là. Donc c'est une relation à n parce que là j'ai plusieurs choses dans ma table. Ok, à 1. D'accord? Là c'est pareil. La relation c'est du n1 ou un n dans ce sens. C'est-à-dire que le code personne, je le retrouve qu'une fois dans la table personne. Ok? Donc je sais que c'est un petit peu déroutant, je l'explique très très mal parce que je suis pas un expert en base de données relationnelles, mais c'est ce qu'il faut comprendre. Hein. On a quoi? On a soit des relations 1N, soit N1, soit on a des relations 1-1, hein, soit on a des relations NN. Ok? Et vous lui demandez Shredder. Ok. Avec un des 3000. Ok? Faites ça, il va vérifier les dépendances. Ok? Maintenant, je peux le lancer et je lui donne l'adresse IP. Vous attendez un peu, tapez pas tout de suite, sinon ça fait bugger le programme, vous attendez que Enter your target IP address or URL here apparaisse, sinon ça merde, ok? Là vous faites un copier-coller, hop. Et il est beaucoup plus rapide parce qu'il est multi-threadé, ok? Donc ça va utiliser tous vos processeurs et ça va lancer des tâches en parallèle, concomitantes, ce qui fait que ça accélère. Et ça scanne d'abord les ports ouverts et ça va énumérer uniquement les ports qui sont ouverts. Donc ça ira beaucoup plus vite. Ok? Il y a d'autres gens qui aiment bien utiliser Rust Scan, hein, qui est extrêmement rapide. Moi j'aime bien Threader. Honnêtement, il fait le taf. Donc là on voit qu'on a un port RDP. Ok? On a le 135, c'est du SMB. On a le 22 et on a le 1433. Donc vous voyez, il y a là, celui-là, honnêtement, de tête, je le connais pas quoi. Donc, bah c'est pas grave, hein, vous avez Google. Voilà. Et là, on voit que c'est quoi? Ah, c'est du SQL. D'accord, donc on a du MS SQL. Ah, ok. Donc, vous voyez, c'est comme ça, hein. Franchement, il n'y a pas de honte à avoir. Là, je vois, Google, il me dit, ok, clairement. Donc, je sais que ma base de données MS SQL, elle tourne sur le 1433. Parfait. Maintenant, on va voir, est-ce que c'est filtré? Est-ce qu'il nous bloque la communication? On va essayer d'en apprendre un peu plus. C'est pour ça qu'on scanne la machine. Ok? Et automatiquement, lui, il vous scanne quoi? Il vous scanne les 65 535 ports. OK?
Une fois qu'il a fait ça, qu'il vous dit les ports qui sont ouverts, il te dit, bah écoute, moi les ports fermés, je peux rien faire. Les portes filtrées, eh ben il y a un pare-feu, donc je suis pas sûr de pouvoir bien les analyser. Je t'affiche, voilà. Là, il a terminé. Il a scanné les 65 536 ports et il me dit quoi? Il me dit, écoute, il y en a 4. Maintenant, est-ce que tu veux avoir de plus amples détails? Et là, je vais utiliser Nmap encore, mais avec les arguments qu'on a vus. SV pour énumérer, comment dire, nos services, hein, notamment, et d'autres paramètres pour accélérer, etc., etc. PN pour le ping, il va enregistrer ça automatiquement euh, dans un fichier qui s'appellera 10.10 42 179, etc., etc. Ça, c'est l'adresse IP, ça, c'est le nom du fichier. Donc là, pas de problème. Et vous voyez qu'il fait un P, ça scanne tous les ports. Là, il précise bah, les ports qui sont là. Ok. Donc vous voyez, il fait le boulot pour vous au début, quand on débute, c'est pas mal. Ok. Après, il faut apprendre à utiliser Nmap parce que il y a des choses que Shredder pourra pas vous faire. Ok. Mais c'est extrêmement pratique pour les CPF, notamment. Donc là, je lui dis, ok, moi je suis content de ce que tu me proposes. Donc, vas-y, lance-toi. Toi, c'est pareil. Il va scanner pour nous les 4 ports. Ça va mettre 20 secondes. Et on va savoir ce qui tourne là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit SSH 22. Pas de surprise. C'est du Windows, hein. Il y a du Windows. En même temps, on travaille sur quoi? Sur MS SQL. Pourquoi ça s'appelle MS? Vous l'avez deviné. Ben, Microsoft MSQL. Ok? Microsoft MySQL, ça s'appelle en fait. À pas confondre avec oui, bah, vous voyez, je fais la faute. À pas confondre avec MySQL. Ok, on a MySQL. Là, c'est MSSQL. C'est différent. Ça, c'est propriétaire. C'est pas de l'open source. MySQL, c'est de l'open source. Ça, c'est du closed source. C'est une solution qui est vendue et qui appartient à Microsoft. Ok. Donc, on a un serveur qui tourne, comme on l'a vu sur le 1433, grâce à Google, avant d'avoir les informations. Mais là, c'est confirmé par Nmap. Je récupère, vous savez que sur un réseau d'entreprise, Active Directory, tout ça, on a quoi? On a besoin d'avoir un nom de DNS. Ok, donc je sais que je peux taper sur cette machine et on a un numéro de NetBIOS. NetBIOS qui nous permet, hein, c'est un protocole qui va nous permettre d'échanger, de faire des appels RPC distants, de pouvoir euh, accéder à des partages au niveau du réseau. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 3389. Si j'arrive à ça, je vais pouvoir me connecter comme une sorte de TeamViewer, hein, du RDP, Remote Desktop Protocol, bureau à distance, comme on l'appelle. Ça me permet de pas avoir que de la ligne de commande. Je vais pouvoir utiliser ma souris. Ok, mais il me faut connaître quand même un mot de passe. Et on a les certificats SSL et on a un script qui se lance dédié à MSQL, ok, qui me dit, écoute, voilà la version du serveur SQL, c'est un 2019, ok, je te donne bah, la version du noyau, quoi, hein, vraiment comment dire, de l'application. L'application, sa version, c'est la 15.00.2000. Il nous dit que c'est du RTM et post-SP patches false et il nous confirme le port 1433 qu'on a vu là. Ok. Donc là, ça y est, on commence à récupérer, hein, à mieux comprendre notre surface d'attaque. En gros, bah, les vecteurs que je vais pouvoir utiliser pour accéder à la machine, pour la pirater. Ok. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool, mais c'est que le début. Ok. Mais on avance toujours de façon séquentielle. Donc revenons à notre cours. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Bah, ils nous disent, ok, on sait que c'est un système MS Windows, hein, mais on sait qu'également Windows, contrairement à Linux, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il ne répond pas au ping par défaut. Donc, comme vous avez vu, qu'est-ce qu'a fait? Il est intelligent, Fredder. Fredder, il m'a dit, ah, je détecte que c'est du Windows, donc je te mets le tiret PN, ok? Vous voyez il fait le taf, hein, il est loin d'être con, notre ami Fredder. C'est pour ça que je l'aime bien. Ok, donc là, grâce au PN, on a pu quand même scanner, hein, malgré que ça soit du Windows. Sinon, il vous dit Nmap,
Eh ben écoute, rentre PN parce que j'arrive pas à énumérer la machine. Donc ça indique à Nmap d'ignorer le ping de la cible, ok, pour voir si l'hôte est accessible. Je sais que le ping va être bloqué par le pare-feu. Donc les requêtes ICMP, echo request, il n'y aura pas de reply. Pourquoi? Parce qu'il y a le pare-feu qui me bloque. Donc on dit à Nmap, écoute, oublie le ping, je veux juste que tu me donnes la version, les services qui tournent, parce que je veux comprendre la surface d'attaque. Ok? Donc sans cette option, Nmap supposera que l'autre cible est hors ligne, et il dira, écoute, je peux pas scanner. La machine, elle est pas up. Ok? Mais parce que, justement, les ports sont filtrés. Donc, quand on fait du Windows, n'oubliez jamais l'argument PN. Ok? Donc, il existe un port ouvert. On l'a vu, c'est quoi? 1433. Hein. Donc on sait qu'on a un serveur MS SQL qui est en cours d'exécution et accessible sur le réseau. Nous voulons vérifier si notre nom d'utilisateur et notre mot de passe sont toujours valides. En utilisant le terminal, on va utiliser la commande SQSH, qu'on appelle un squish. C'est un shell de base de données interactif. Quand on accepte à une base de données, généralement ça se fait en ligne de commande, ok. Bien que avec MySQL vous avez une interface graphique, ok. Mais pour l'instant nous on va faire en ligne de commande, ok. Donc je lui dis quoi? Je lui dis SQSH, je lui mets le serveur, donc l'adresse IP, je lui mets le username, hein, et le password. Ok. Donc on va essayer avec ça, de voir si ça marche. Ils nous le donnent. Ils sont gentils, sinon on aurait dû trouver le mot de passe. Vous l'avez bien compris. Ok. Donc vous voyez que on arrive sur la base de données, on arrive à se connecter. Le shell change. Ok. Là je peux faire un help pour avoir mes commandes. Hein, help plus la commande. Je veux des commandes sur show. Je veux lui dire quoi? Help show. Alors là, il me dit qu'il n'y a pas de page, pas de chance, ok? Mais il me dit, tu peux quand même aller regarder le manuel, hein, et je t'aiderai, ok? Donc, on arrive à se connecter à la base grâce à cette commande. Adresse IP, là, l'utilisateur, il s'appelle ça, et voilà le mot de passe qui est utilisé. Quel est le nom, quelle invite vous avez reçu? Ben, on a le 1, hein? Quelle invite on a reçu? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ah, je l'ai fait à l'envers. Donc, MacDatabase Admin nous a dit que le nom de la base de données, c'est Reinder. Reinder. Hein, donc, on a quoi? On a name, present, schedule. Donc, on va aller requêter. Ok. Si on regarde un peu, on a trois tables. Ok. Pour donc afficher les tables, hein, il faut passer des commandes. Hein, il faut que j'en connaisse un petit peu plus. Donc, je vais lui dire, je veux que tu m'affiches la table names, hein, et on va utiliser une requête SQL. Ok? Classique. Je veux quoi? Je veux rechercher dans quoi? Dans la table, dans le tableau. Ok? Euh, les noms. Ok? Avec une certaine condition. Ok? Quelles sont les conditions? Eh ben, il faut que je récupère les données qui sont dedans. Donc, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire select tout. Tu me prends tout. La table, elle s'appelle comment? On a vu, ils nous l'ont donné, Reinder, ok? DPO et names, ok? Donc, qu'est-ce que ça fait concrètement? Cette requête SQL doit vider tout le contenu de la base name, parce qu'on lui fait un select all from Reinder, donc on travaille bien, c'est le premier truc qu'on met, hein, qu'on passe, on paramètre, Reinder, et rappelez-vous, à la fin, c'est du SQL, donc il faut un point virgule. Ok? Sinon, il comprend pas. C'est la fin de la requête SQL. Ok? Et tandis que Go envoie un low SQL à la base de données. Alors là, je sais pas comment ils le traduisent.
Ok. Donc, on voit qu'on rentre notre commande SQL, on lui dit fin d'instruction, et après, on lui dit go. Ok? Et on travaille par lot, en fait. D'accord? Donc, c'est pour ça que là, ça va nous charger. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, écoute, il y a 9 lignes qui sont affectées, qui sont concernées. OK? Et en effet, on a quoi? Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et vous voyez quoi? Vous voyez que vous avez quoi? Vous avez 9 lignes et une, 2, 3, 4 colonnes. OK? Qu'est-ce que je vois? Je vois ID, le prénom, first name, le nom, last name, et le nickname, le surnom. Ok? Parce qu'on a cherché dans name. On est d'accord. Donc on voit qu'on a 4 colonnes dans le tableau. Hein, comme je vous disais, ID, prénom, nom, surnom. Quel est le prénom du reine avec l'ID 9? Donc le prénom c'est quoi? Si on regarde là, je vais rentrer la commande pour que vous voyez un peu, on va zoomer. Donc je veux quoi? On a dit quoi? Select. Je peux quoi? Tout. Hmm, from. Render. Enfin son truc là, ok, les DBO, et name. DBO c'est Database Object, ok? On travaille sur des objets. Database, ça veut dire la base de données. Donc, c'est une syntaxe un peu bizarre, mais je lui dis from la base de données, ok? Je lui dis ensuite, maintenant que je t'ai donné la base de données, je veux l'objet en base de données. Et l'objet en base de données, c'est quoi? Bah, c'est le nom de ma table. C'est name. OK? Et c'est names au pluriel. Et je lui dis fin d'instruction. OK? Et là, vous voyez, un, là, ça devient 2. Après, ça va devenir 3, 4. Hein? Il incrémente à chaque fois. Et là, je peux lui dire go. Et là, il me dit OK, pas de problème. Là, je comprends ta requête SQL. La base de données vous répond et vous dit, bah écoute, tiens, voilà. Alors, pareil, en fonction du zoom ou pas, ça va être bien présenté ou pas, je peux refaire un go. Hop, voilà, c'est un peu plus propre. D'accord? Donc, on voit très bien ce qu'on a reçu. Donc, à chaque fois que vous travaillez sur une table, il faut mettre le nom de la table, le DBO, Database Object, et le nom de la table. Ok? Donc, base de données, DBO, table. Ok? Puisqu'on a vu quoi? Qu'on travaille sur la base de données Reinder et on cherche la table name. Ok? Mais j'aurais pu faire autre chose. Je vous montre. Je m'explique. On a present, cadeau. Bah, pourquoi pas faire ça? On va voir. Quelle est la différence? Go. Ok? Là, je lui dis quoi à la base de données? Je lui dis, écoute, maintenant, on travaille sur un autre objet en base de données. Tu restes dans la table Reindeer, là, et maintenant, tu m'affiches les cadeaux. Et là, j'ai les cadeaux. Ils ont un ID aussi, ok? Comme les utilisateurs. On voit qu'ils ont un nom, ok? Donc là, on voit que ça change, hein, et une quantité. Et là, qu'est-ce que je vois? C'est quoi? Eh ben, c'est ce que je vous disais. Vous voyez bien que name, il n'est pas présent dans la table names, ok? Quantity, il n'est pas présent dans la table names. Par contre, je retrouve ID dans la table names, ok? Il y a également ID là, ok? Donc vous voyez comment on a des relations. Certains trucs sont dans des tables, d'autres ne le sont pas, ok? Et pourquoi je vous dis ça? Parce que bah, c'est justement le diagramme qu'on avait au-dessus, ok? Names, hein? Les fameux ID, mais les ID de quoi? Eux, ils ont des ID et il y a également des ID des objets électroniques. Ok? C'est exactement ce qu'on a là. J'ai quoi? J'ai des ID des objets électroniques, mais j'ai également mes ID de quoi? Des personnes. Hein? Et j'ai leur nom, leur prénom et leur surnom. Et pour mes outils électroniques, j'ai quoi? Mes équipements électroniques, j'ai l'ID également, mais qui est différent de l'ID des utilisateurs, vous avez bien compris, et j'ai le nom et j'ai la quantité. Ok?
Donc, vous voyez comment on peut travailler là-dessus. Et qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux aller requêter dans la troisième base, la troisième table. On a schedule, ok? Planification. Qu'est-ce que je peux lui mettre? Je vais lui dire, voilà. Là, ça dit quoi? Ça dit, bah écoute, il y a quatre colonnes. ID, note, date, destination. ID, tout est égal à nul, visiblement. Note aussi, c'est ce que je comprends. La date, on a nos dates et on a destination. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on a? ID, toute la colonne est vide. Note, toute la colonne est vide. Date, on a nos dates, ok, pour chaque ligne. Destination, on a un pays pour chaque ligne, ok. Donc on a quatre colonnes, deux qui sont pas utilisées, on a des valeurs nulles, donc vide égale à zéro, enfin pas égal à zéro, nul, c'est-à-dire qu'il y a rien en fait, hein, parce que elles peuvent être égales à zéro, c'est différent. S'il y a zéro en base de données, ok, c'est égal à zéro. Nul, c'est zéro, mais pas dans le sens zéro, c'est dans le sens où il y a rien. Ok, ça aussi, il faut bien le comprendre parce qu'au début, ça, c'est déroutant. Donc, vous voyez qu'on peut requêter très simplement à partir du moment où on connaît quoi? On connaît les tables qui composent notre base de données. Donc, on va pouvoir répondre aux questions. Quatre colonnes, ok. Quel est le prénom du REN ID 9? Qu'est-ce que je fais? On est d'accord, on parle de quoi? Du prénom. Donc je remonte. Prénom, c'est quoi? C'est first name. Ok. 9, c'est quoi? Bah c'est Rudolf. Scadal. Quelle est la destination du voyage prévu pour le 7 décembre? Pareil, je regarde ma troisième table, je descends. Le 7, c'est Prague. D'accord? Donc j'espère que c'est clair. Vérifiez le tableau présent. Quelle est la quantité disponible pour le présent Power Blank? Power Bank, il est là. Ok? On en a combien en stock? On en a 25 000. Vous avez fait un travail fantastique. Vous avez aidé Mac Database Admin à récupérer le calendrier. Voyons maintenant si nous pouvons exécuter les commandes MS Windows tout en interagissant avec la base de données. En effet, certains serveurs MS SQL ont alors une fonction qui s'appelle XP Command Shell. Command Shell pour accéder à un shell de commande. Comme vous l'avez compris, hein, c'est très similaire à un invité de commande, à la ligne de commande. Vous savez que c'est une base de données SQL Server Microsoft, donc bah il y a des composantes Windows dedans. Et dans Windows, on a quoi? On a le CMD shell. Ok? Donc la syntaxe, c'est quoi? On va utiliser XP underscore tiré du bas CMD shell et je vais rentrer ma commande. Hein, on peut essayer un ou un my pour commencer. Donc, et là, il nous dit quoi? Il nous dit NT service. Donc, t'es quoi? Toi, t'es le compte MySQL Server, hein, et tu tournes en NT service. C'est normal, parce qu'une base de données, il y a quoi? Il y a un compte de service, en fait. Et le compte de service, il s'appelle MySQL Server. Vous savez qu'on a quoi sous Windows? On a des comptes locaux, on a des comptes à l'opposé sur le contrôleur de domaine, hein, si c'est de l'Active Directory, et sur votre machine, votre poste client, vous avez quoi? Vous avez des services Windows. Les services Windows, on leur crée pas des comptes utilisateurs, on leur crée des comptes de service. Alors, quelle est la différence? Vous allez me dire. Eh ben, quand on fait une cyberattaque, on va se focaliser, ok, sur des comptes utilisateurs, parce que c'est avec eux qu'on pourra pleinement interagir. Des fois, un compte de service vous permettra de faire une escalade de privilèges, mais c'est beaucoup plus rare, ok? On est beaucoup plus limité avec un compte de service qu'avec un compte local sans privilège utilisateur, ok? Puisque par défaut, le service est cantonné au service qui rend au serveur, à l'utilisateur. Ok? Donc là, il fait quoi? Lui, il fait du MySQL Server. Ok? Mais des fois, on peut injecter des failles et avec un compte de service, on va pouvoir, par exemple, quoi? Devenir compte local. Une fois qu'on est compte local, quoi? Utilisateur, et plus quoi? Compte local de service,
on va pouvoir essayer de passer à notre escalade de privilèges supérieurs. Passer NT authority et plus NT service, ok? Ou NT user. On va passer NT authority qui est tout en haut de la pyramide, qui est quoi? Qui est l'administrateur, ok? Le root. Donc, essayons la commande, ça mange pas de pain. Je lui dis quoi? Je lui dis XP, commande shell, ou am I? Là, ça va pas marcher. Là, il comprend pas. Je peux lui faire un go, il va me faire. Alors là, ah si, NT service MySQL server. Si, ça passe. Autant pour moi. Et si je lui mets ça, comment il le comprend? Pareil. Ok, c'est un string. Donc il me dit bien, écoute, regarde, t'es NT MySQL server. Donc on peut aussi essayer essayer de quoi? De lui demander des choses soit bizarre, soit peut-être commencer d'accéder grâce à la base de données. Est-ce que je peux lui demander de faire un dir pour répertorier les fichiers et les répertoires et faire un type file name pour afficher le contenu d'un fichier? Là, vous voyez qu'on commence à détourner un peu les fonctions qui sont intégrées à la base de données, mais là, on s'en sert de la base de données pour faire quoi? De la reconnaissance sur la machine qu'on veut pirater. Ok? Grâce à la base de données, on va rebondir sur le système et pouvoir accéder à des fichiers, à des répertoires auxquels, théoriquement, peut-être, parfois, on n'aura pas le droit. Ok? Donc, si on regarde un petit peu, là, il fait quoi? Il cherche le Windows Update Log. Bah, on va essayer de faire de même et voir si ça fonctionne. Ok? Donc, vous comprenez bien qu'on se sert de quoi? On se sert de la base de données pour commencer à énumérer ce qu'il y a sur le serveur. Donc là, je peux lui dire quoi? Je peux lui dire, go. Non, ça va pas marcher. Hein. Qu'est-ce que je peux lui dire? XMP? Hein? XP, pardon? CMD? Shell? Dire? Go. Oh, là, ça devient intéressant. Ok. Donc, vous voyez que, naturellement, on s'est formaté un peu à l'arrache, hein, puisque vous êtes en train de faire des commandes dans la base de données. Donc, forcément, à la base, vous pouvez le faire pour administrer la base de données, mais son but premier, c'est pas de faire ça, hein, c'est de stocker des données en mode relationnel. Donc là, c'est cool. Admettons, comme dans l'exemple, qu'on cherche un fichier qui s'appelle quoi? Windows Update, XP, CMD Shell, ok? Et je vais lui dire un type, donc affiche-moi quoi? Ces deux points. Tu vas aller dans Windows, il y a quoi? Il y a Windows Update, je crois que c'est en camel case, et là, t'as quoi? T'as un fichier, pardon, log. Go. Alors, il me dit problème de syntaxe. Ouais. Donc, comme je fais quoi? Je fais des anti-slash, il faut que je travaille sur des strings. Ok? Et le string même, c'est type. Ok? Parce que la commande entière, c'est ça. Donc, prenez l'habitude de mettre des single quotes, comme je vous dis à chaque fois. Là, ça marche. Ok? Il nous dit quoi? Il nous dit, bah écoute, ouais, ouais, ouais. Tu devrais lancer ça pour convertir les ET13 dans un fichier de log. Ok? Donc là, je peux lui dire quoi? Je peux lui dire, oh, intéressant. Je continue à rebondir. Qu'est-ce que j'entends par là? Est-ce que je peux essayer ça? Et cette fois-ci, je vais lui demander quoi? Je vais lui dire, tu veux pas lancer quoi? PowerShell? PSH? Et tu utilises cette commande let, hein? CMD let, voir si ça passe. Il m'a fait. PS, pardon, excusez-moi, je fatigue. Ah, not recognized. Pas de chance. Ok. Est-ce que je peux pousser toujours plus loin? PowerShell.exe? Go? Ah, ça a l'air de mettre un peu plus de temps.
Là, j'ai planté la base de données. Ah putain, c'est pas mon jour de chance. Donc, en attendant que la base de données revienne en vie, hein, vous voyez comment on peut se servir de la base de données pour lire peut-être des choses importantes. Hein. Imaginons qu'on a notre drapeau qui est caché dans un répertoire Grinch euh, au niveau du user. Comment on pourrait aller le récupérer? Je crois que j'ai planté la base. Ah, si, il veut bien. Oh, cool. Donc là, vous voyez que j'ai commencé à pousser, et là, il enregistre ce que je lui ai dit. Il est en train de pousser le PowerShell pour moi. Hein. Donc vous imaginez, si j'accède à la base de données, voilà, 147 rows. Vous voyez? Là, hein, on a 147 lignes qui sont apparues, et maintenant, ça prouve bien que, après avoir testé, je peux lui dire ça maintenant? Ça va marcher? Go? Non, pas parfait. Ok? Mais vous voyez que je peux, quoi, exécuter du PowerShell. Donc qu'est-ce que je pourrais faire? On le fera pas là. Mais je peux créer une charge utile, un payload militarisé, ok? Techniquement, qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux lui dire, bah, je vais créer un PowerShell, ok? Qui dit quoi? Qui dit à la base de données, bah écoute, tu ouvres une connexion réseau, ok? De la base de données, enfin du serveur, à mon ordinateur, à mon Kali Linux, ok? Je t'enregistre une valeur dans une des lignes d'une des colonnes, d'une de tes tables, en base de données, et au lieu d'enregistrer une valeur classique, genre Toto, eh ben, je vais te pousser une charge utile. Shell, je veux faire un CD à la racine. Go, ok. Je veux faire un dir. Go, ok. Donc voilà, je suis Z-Trace. Là, je suis encore dans... Voilà, je suis dans Windows. Donc, est-ce que je peux lui dire, ok, je vais lui dire, écoute, c'est le point users, bench, no, not recognized, ok. Qu'est-ce que je peux lui dire? Un drapeau caché dans le répertoire de base de l'utilisateur qui s'appelle Glitch. Ça, t'es pas content? Qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux lui dire users, go. Ah, j'ai oublié le CD. Ah, ça c'est cool. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux faire un dire. Hmm. Vous voyez que je peux pas sortir du répertoire. Là, on est bloqué. Je reste avec mon compte de service. Donc, je suis MySQL. Je peux pas ça. Donc, il faut trouver une autre feinte. Qu'est-ce que je peux lui dire? Ben, je peux peut-être lui dire, écoute, type, ok? Et là, je te demande, ok, pas de sortir. Je te demande juste d'afficher un répertoire, mais en dehors de ton répertoire de travail. Écoute, here, users, et il y a un Grinch, et il y a peut-être là-dedans un flag.txt. Est-ce que tu me le trouves? On peut le feinter. Je peux lui dire, on arrive à lister là. Par contre, je vois pas le fichier.
Mon bureau? Non. Moi, c'est documents. Ok. Vous voyez comment on peut feinter? On se balade. Ok. Que on est d'accord, je peux pas me balader avec le CD, je peux quand même énumérer avec dir et type jusqu'à avec ces deux commandes, je peux exfiltrer des données. Ok? Et là, je vais lui dire quoi? Bah, je sais que maintenant il est dans le document et qu'il s'appelle file.txt. Euh, go. Ok. Donc, vous voyez, hein, on se connecte avec SQSH au serveur une fois qu'on a réussi à pirater le mot de passe. Après, on a peut-être la possibilité de pousser une porte dérobée, ok, ou on peut quand même exfiltrer des données, hein. Vous voyez, en se baladant, en jouant sur XP CMD Shell. Si c'est activé, c'est du pain béni pour le test d'intrusion, pour le hacker. Ok? Voilà.